Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange et gloire à Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître absolu, suprême, incontesté et incontestable de l'univers et de toute la création d'ailleurs. Et que le salut et la paix d'Allah abondent sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Nous vous saluons par la plus belle des salutations, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui signifie que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction. Indépendamment de ceux qui sont musulmans à qui cette salutation s'adresse, nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent, qui sont d'autres obédiences religieuses ou croyances, ou de croyances, de par, je dirais, de là où ils se trouvent. Vous avez vu tout à l'heure que nous avions interrompu la transmission du direct parce que le son était défaillant. Et donc, nous avons dû suspendre, interrompre pour remédier à cela. Donc, veuillez bien nous en excuser. Et après cela, donc, nous disons que nous sommes toujours dans la poursuite de notre développement autour du thème de la polygamie. Mais pour rappel, nous voudrions dire que le terme polygamie est un terme galvaudé, c'est-à-dire un terme qui n'a pas un sens précis, un sens spécifique. D'autant plus que il concerne plusieurs types de mariages multiples. Le terme polygamie ne concerne pas seulement un seul type de mariage, mais par abus de langage, le terme est attribué à une forme particulière, alors qu'il n'en est rien. Polygamie, c'est un nom générique des différentes formes de mariage multiples. La polygamie est un terme générique qui concerne différents types de mariage multiples. Mais par abus de langage, le terme est attribué à un seul type particulier, à savoir le mariage qu'un homme contracte avec plus d'une femme. Donc, par abus de langage, un homme qui a plus d'une femme est systématiquement qualifié de polygame, au point même que celui qui en a deux, qui en a trois, qui en a quatre, qui en a un nombre limité, est malgré cela appelé polygame. Nous allons concéder ce terme. Sinon, la polygamie, c'est le mariage d'un homme de plusieurs partenaires, d'une personne à plusieurs partenaires, d'un individu à plusieurs conjoints ou conjointes. Ça veut dire que tant qu'un humain rentre en jeu avec d'autres en termes de mariage, c'est la polygamie. Maintenant, selon les spécificités,
selon les particularités, il y a un terme approprié. C'est de là que nous allons dire que quand il s'agit d'un homme qui prend plusieurs femmes, je dis bien plusieurs femmes, ce n'est pas la polygamie, mais particulièrement c'est la polygynie. La polygynie qu'on qualifie à tort par le terme polygamie. Sinon, dans la polygamie, je le dis, c'est à titre de rappel, il y a la polygynie, la polyandrie, la polygynandrie, le polyamour. Tout ça, c'est des éléments de la polygamie. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous inscrire dans cette vision parce que c'est avec cela que les gens vont nous comprendre. Quand on va toujours dire la polygynie, c'est vrai que c'est le terme approprié, mais certains ne se retrouveront pas. Donc, nous allons nous faire violence, malgré nous-mêmes d'ailleurs, pour qualifier la polygynie, sinon pour désigner la polygynie par le vocable de polygamie. Comme ça met beaucoup de personnes à l'aise. Sinon, qu'un homme ait plusieurs femmes, une seule femme, c'est la monogamie. Deux femmes, c'est la bigamie. Ce n'est pas la polygamie, mais c'est la bigamie. Un homme marié à deux femmes, c'est-à-dire il a contracté à lui seul 2 mariages avec chacune des femmes 1. Et quand c'est 3, c'est la trigamie et 4, c'est la quadrigamie. Mais lorsque on parle de polygamie, retenez que je fais allusion à la polygynie, hein. Mais pour faciliter la compréhension, je prends le terme polygamie. Dans polygamie, c'est un nombre illimité. Tant que l'occasion se présente, on prend. C'est ça qu'est la polygamie. Donc, à tort, la polygynie est appelée polygamie. Bien. Pour ce qui est maintenant de la polygynie que nous allons désigner par polygamie, il faut dire que aujourd'hui, il y a des pros et des anti, c'est-à-dire des partisans et des opposants à ce régime matrimonial. Il y a des partisans, il y a des opposants. Pour ce qui est des opposants, nous leur concédons leur opposition. Je l'ai toujours dit. Nous leur concédons leur opposition parce que ceux qui s'y opposent ont des raisons particulières, personnelles, qui les poussent à s'y opposer. Nous leur concédons cela. En ce sens que il pourrait être que ces personnes qui s'y opposent l'ont vécu ou l'ont subi. Pour ce qui est de ceux qui pourraient vivre la polygamie, polygynie bien sûr, ça pourrait être que si c'est des femmes, elles-mêmes se verraient peut-être subir, vivre l'inéquité, l'injustice de leur mari, le traitement inéquitable dans ce foyer polygamique. Elle pourrait avoir vécu ça. Ou encore, elle pourrait avoir vécu en tant qu'enfant maintenant, mais pas en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, à travers la discrimination que le père pourrait faire entre les enfants. S'ils ont vécu ça, hommes comme femmes, ils pourraient s'insurger aussi contre ce régime matrimonial. En tant qu'épouse,
les femmes pourraient avoir vécu le martyre là-bas, mais en tant qu'enfants, ils pourraient aussi subir la maltraitance, l'inéquité, l'injustice de leur père, la discrimination entre les enfants. Ça pourrait les marquer, à vie d'ailleurs. Mais aussi en tant qu'enfants, ils pourraient voir leur mère subir la maltraitance dans le foyer polygamique, soit maltraitance provenant des rivales. Quand c'est pas bon, on dit rival, sinon quand c'est bon, on dit les coépouses. C'est de là que nous allons voir que on peut prendre son mal pour condamner une pratique. Mais il faut aussi avoir le sens de discernement. Donc, en tant qu'enfant, il pourrait être témoin des brimades, de la persécution que leur mère subirait à travers leur rival. Parce que quand c'est pas bon, je l'ai dit, on dit rival. Mais quand c'est bon, on dit les coépouses. Pour dire que dans polygamie ou polygynie, tout n'est pas que mauvais. Parce que c'est quand c'est mauvais, on dit c'est des rivales. Mais quand c'est bon, on dit des coépouses. Donc, pour revenir à ce que des gens s'opposent, nous leur concédons cela. Parce que nous ne sommes pas avec ces personnes, nous n'avons pas traversé la même chose, nous n'avons pas vécu la même chose avec ces personnes, ce qui les pousse à s'opposer. Donc, en tant qu'épouses, elles auraient pu vivre ça. En tant qu'enfant, vivre l'injustice du père à l'égard des enfants, la discrimination. Mais en tant qu'enfant, être témoin de la maltraitance, de la persécution, des brimades que subirait leur mère à travers ses rivales ou émanant même du père lui-même. Donc, chacun a ses raisons de s'y opposer. Il y a cela. Il y a aussi le fait que ça pourrait être une jeune dame, une jeune fille, qui, ma foi, aurait fait peut-être une bonne rencontre, où le mariage, ça devait se conclure par un mariage. De deux choses l'une. Ça pourrait être que l'homme qu'elle a rencontré lui aurait proposé de ne prendre qu'elle seule dans le foyer. Ça aussi, ça peut pousser l'homme à s'opposer. Et voir en cela de la malice, de la malhonnêteté. Elle se soumet, elle donne son consentement pour aller au mariage avec un homme qui lui dirait « Je ne prendrai que toi seul et je me limiterai à toi. » Mais si, après être marié, après le mariage, étant dedans, elle se rend compte que le monsieur fait volte-face ou contre toute attente, le monsieur contracte un autre mariage. Souvent encore, il y a deux volets là-bas. Il lui dit, je vais prendre une autre, alors que ce n'était pas leur accord. Ça peut la blesser. Elle va se sentir trahie et s'opposer à vie à la polygynie qu'on appelle polygamie. Parce qu'elle se sentirait trahie du fait qu'il est permis qu'un homme prenne une autre femme. Voilà pourquoi il a réussi à la trahir, à la tromper. Parce qu'elle est déjà mariée. Après la promesse, le monsieur va trahir cette promesse. Donc, il faut concéder à cette fille, cette dame, le fait qu'elle se révolte. Seulement, c'est la manière de se révolter maintenant qui fera peut-être la différence entre les réactions. Ça peut être ça. Le monsieur indélicat va trahir son serment. En l'avertissant qu'il va prendre une autre. Souvent même, contre toute attente, elle se rendra compte qu'elle a déjà une coépouse ou une rivale. C'est selon. Elle va apprendre
qu'elle a déjà une coépouse ou une rivale. Ça, c'est selon. Mais, quel que soit le cas de figure, cette jeune dame se sentira frustrée, trahie, trompée. Et là, ça va l'amener à détester toute forme de polygamie ou bien de polygynie, parce que ça serait une pratique où l'homme paraîtrait ou bien apparaîtrait comme un égoïste qui ne pense qu'à sa propre personne, à ses propres désirs. Ça peut être le fait de ça. Ça peut être aussi un autre fait que la femme, ayant reçu la promesse du mariage de la part d'un homme, se voit mise en attente parce que l'homme voudrait prendre une autre d'abord, ou bien se voit imposer une autre d'abord par sa famille, au détriment de celle que lui-même il a choisie. Et dans cet entrefait, si l'homme prend une autre selon lui-même son choix, ou selon que sa famille lui impose cette dernière, celle avec qui il y avait un engagement va se révolter, va se rebeller contre la polygamie. Donc, voici, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs raisons, motifs à ce que des gens s'opposent. Et des motifs qui sont compréhensibles. C'est des motifs qui sont compréhensibles. Parce que c'est des expériences très amères que ces personnes auraient traversées. Donc, après cet état de fait qui nous amène à concéder l'opposition à ces personnes, le refus de la polygamie ou polygynie à ces personnes, nous déplorons tout de même l'arrogance, l'insolence, la vulgarité, l'insulte, l'injure, les manquements, la discourtoisie avec lesquels c'est dénoncé. Et dans une colère noire, dans une opposition non réfléchie, la polygamie est non seulement traitée de perversité, mais tous ceux qui pratiquent la polygamie ou la polygynie sont insultés, sont traités de tous les noms. C'est là où le bas blesse. On pourrait, à la limite, ne pas dire qu'est-ce qui nous amène à nous opposer, parce que chacun a ses raisons et l'homme n'est pas obligé de s'expliquer devant les autres, de se justifier devant les autres. Mais il faut déplorer ça, il faut dénoncer, il faut renoncer à cela, il faut condamner cela, il faut s'opposer à cela avec respect, avec méthode, avec la manière, avec intelligence, pour que au moins cette excuse nous soit concédée pour dire ah, telle personne a raison aussi de s'opposer. Mais dans l'un ou l'autre des cas, il est dit que c'est la démarche qui gêne la marche. C'est la démarche qui gêne la marche. Dans le fond, ils ont leur raison de s'opposer. Mais dans la forme, ils n'ont pas raison de le faire de la sorte. Parce que la polygamie ou la polygynie a ses fondements, a ses principes. Maintenant, un mauvais pratiquant d'une activité donnée, fût-elle noble cette activité, un mauvais pratiquant d'une activité donnée ne fait pas de cette activité une mauvaise pratique. Un mauvais fonctionnaire ne fait pas de la fonction publique une mauvaise pratique, un mauvais domaine. Un mauvais médecin
ne fait pas de la médecine une mauvaise pratique. Un mauvais chauffeur, conducteur, ne fait pas de la conduite de tout engin une mauvaise activité. Les armes, les policiers les ont, mais les bandits ont aussi des armes. Mais l'usage de l'arme fait de son utilisateur un bon élément ou un mauvais élément. Le policier, lorsqu'il fait usage de son arme, ou le gendarme ou le soldat, tout le monde applaudit parce que c'est pour neutraliser le mal. Mais quand un vulgaire bandit utilise son arme, la même arme, alors tout le monde déplore, dénonce parce que c'est fait à mauvais usage. C'est de cette même manière, toutes les pratiques dans le monde ont des envers et des revers, ont des rectos et des versos. Il y a toujours de bons et de mauvais pratiquants en tout. Même la prédication que nous faisons, il y a de bons prédicateurs, mais la même chose avec le même état d'esprit, quelqu'un d'autre va venir transmettre, faire la même prédication, mais qui va être mal prise, parce que c'est la démarche qui gêne la marche. C'est dans ce contexte-là que ceux qui renoncent, fustigent, condamnent, réfutent, s'opposent à la polygamie ou la polygynie, que cela devrait s'inscrire pour dire, moi dans mon cas, voici ce qui m'amène, même s'ils ne le disent pas aux autres, mais devraient se dire à eux-mêmes, ce qui m'amène à détester, voilà. Mais pour autant, la chose ne pourrait pas être mauvaise. Il y a des mauvais pratiquants de la polygamie. Mais la polygamie n'est pas une mauvaise pratique. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il faut avoir le sens de discernement et faire la part des choses. Il y a des polygamies qui ont échoué, lamentablement, des foyers polygamiques qui ne sont que le symbole de l'échec sur toute la ligne. Il y a des foyers polygamiques qui ne sont que l'illustration, l'émanation, le symbole, la matérialisation du mal sur toute la longueur de la ligne. Ça, ce sont les polygamies cauchemardesques. Et ce sont ces polygamies-là qui traumatisent les uns et les autres. Mais en revanche, il y a des foyers polygamiques qui ne sont que des illustrations de la parfaite réussite. Il y a des foyers polygamiques qui sont une parfaite réussite, qui sont attirants ces foyers, qui sont, je dirais, convaincants. Au point même, c'est pourquoi vous allez comprendre que, Inch'Allah, après notre développement du jour, le samedi prochain, Inch'Allah, nous pensons bien pouvoir boucler avec ce chapitre de la polygamie en tant qu'explication et développement. Le dimanche prochain, Inch'Allah, si Allah nous accorde la vie, la santé et puis l'opportunité de nous retrouver, nous allons ouvrir un débat. Nous allons ouvrir le téléphone. Le dimanche prochain, à partir de 17h, Inch'Allah, nous allons ouvrir le téléphone. Et chacun va se prononcer. Vous verrez qu'il y a des réussites parfaites de foyers polygamiques qu'on envie. Par contre, il y a des foyers, même monogamiques,
qui enlève toute envie, tout désir de se marier aussi. Sachons faire la part des choses. Nous concédons aux opposants leur raison de s'y opposer. Mais de grâce, qu'on ne s'en prenne pas de façon, je dirais, générale, sans discernement à toute la polygamie. Cela dit, je m'arrête. Sinon, il y a des foyers polygamiques, mashallah, qui sont exemplaires, qui donnent l'envie. Mais c'est des cas de réussite. Mais ne prenons pas les quelques cas isolés d'échecs pour mettre en veilleuse la grande partie des cas de succès. Contrairement à ce qu'on pense, les cas de succès aussi sont légion, mais on n'en parle pas. On ne met en exergue, en évidence que les cas d'échec. Ça pourrait se comprendre. Mais souvent, c'est faire preuve de mauvaise foi que de ne parler que des cas d'échec et en même temps profiter pour tout balayer du revers de la main. Il y a aussi la pure mauvaise foi dans ce sens-là. Cela dit, quand on parle de polygamie, les gens pensent toujours aux musulmans, à l'islam, ou encore aux doulas, aux nordistes, alors qu'il n'en est rien. Nous allons tout de suite voir les origines et les motivations de la polygamie. Mais ce que nous pouvons dire, il faut retenir que ce n'est pas la religion qui est à l'origine de la polygamie, encore moins l'islam. Non, non. Au contraire, quand on dit polygamie ou polygynie, c'est la pluralité sans limite, sans nombre défini. Au moins, nous devons reconnaître à l'islam le mérite de canaliser, de baliser, de réguler, d'organiser, en limitant à 4 de la pluralité à un nombre bien défini. Ça, c'est 1. Mais l'islam aussi a le mérite de poser des canevas, des conditions, de réglementer la pratique de la polygamie. Si un homme qui se réclame de l'islam ou encore qui a une appartenance nordique et qui pratique la polygamie selon sa manière d'être et de faire, de comprendre, aux grandes dames des règles établies par l'islam, en violant même les principes fondamentaux que l'islam a imposés pour pratiquer cela. Mais parce qu'il porte le nom à consonance musulmane ou qu'il a une appartenance nordique et qu'il pratique maladroitement, avec beaucoup d'ignorance et de violation, la pratique et la polygynie ou la polygamie. Du coup, cela ne doit pas être l'objet d'attaque à l'islam ou aux nordistes. Plutôt que de juger tout le Nord ou tout l'islam à travers le comportement indélicat de ce mauvais pratiquant de la chose, qui est même condamnable et par la tradition nordique que par la religion musulmane, parce qu'il aura violé les principes de la chose. Mais le fait qu'il affiche le nom à consonance musulmane et aussi l'identité nordique, le Nord et l'islam sont attaqués et on tire à boulet rouge sur ces entités. Alors que c'est l'individu qui devrait être plutôt jugé à la lumière de la coutume dont il se prévaut. Est-ce que dans sa tribu, dans son ethnie, dans sa région, c'est comme ça que ça a été dit? Si oui, alors on condamne la tribu et tout. Mais sinon,
c'est lui qui est condamné, c'est un mauvais pratiquant, comme je pourrais dire s'il y a un mauvais fonctionnaire, ou bien un mauvais policier, ou bien un mauvais agent d'un domaine donné. De la même manière, l'islam pose des balises, des règles. Pour autant, si quelqu'un qui se réclame de l'islam viole ces règles en se mariant, en contractant un foyer polygamique, cette personne devrait être plutôt jugée à la lumière des textes et de la réglementation islamique. Est-ce que c'est ce que l'islam a dit qu'il est en train de faire? Sinon, il faut le condamner, le blâmer, le sanctionner en violation de ce qu'il a fait vis-à-vis de l'islam. Et non condamner l'islam à travers lui, son comportement. Un enfant indélicat pose un acte. Ses parents peuvent l'éduquer, lui donner toutes sortes de bonnes éducations. Mais si l'enfant, il n'en fait qu'à sa tête et qu'il échappe au contrôle des parents malgré leurs efforts, pour autant, si l'enfant commet un acte répréhensible, ce ne sont pas ses parents qui doivent répondre. Car eux-mêmes seraient des victimes de son comportement. Parce qu'ils ne soutiennent pas, ils le condamnent, ils ont fait leur effort. Mais s'il leur échappe, pour autant, ce n'est pas le père et la mère qui sont à accuser. C'est pourquoi il y a des faits de société, on s'en prend souvent. Les responsabilités sont certes partagées, hein, mais souvent, il faut avoir le sens de discernement et ne pas attaquer toute une entité pour la faute d'un membre de cette entité. Donc, il y a des faux pratiquants de la polygamie